Salutations mes chers étudiants. Donc ce cours portera sur l'étude des éléments du groupe 15. Sans plus tarder, on va commencer tout d'abord par une brève introduction. Le groupe 15 des éléments chimiques est composé de 6 éléments, à savoir l'azote, le phosphore, l'arsenic, l'antimoine, le bismuth et le moscovium. Donc ces éléments sont appelés également les pnictogènes, donc qui vient du grec pnigné qui veut dire asphyxier et génos qui veut dire engendrer. Pour ce qui est de l'azote et le phosphore, ils constituent des éléments essentiels majeurs, comme on va la voir dans la partie qui leur sera consacrée. Donc pour ce qui est de l'état naturel, l'azote est principalement présent dans notre atmosphère, il en constitue 78%, sous forme de gaz diatomique N2, autrement appelé le diazote, le dinitrogène. On peut le trouver également sous forme de sel dissous ou bien cristallisé, principalement sous forme de nitrate. Pour ce qui est du phosphore, donc le phosphore existe principalement dans la nature sous forme de phosphate, principalement des phosphates de calcium, tels que les apatites naturelles, qui ont cette formule. Pour ce qui est de l'arsenic, l'antimoine et le bismuth, on les trouve principalement dans la nature, dans des minerais, sous forme de sulfure, en présence d'autres métaux. Passons maintenant aux propriétés de ces éléments. Tout d'abord, les propriétés électroniques. Donc, les éléments du groupe 15 possèdent une configuration électronique pour ce qui est de la couche de valence de NS2 MP3. Donc ils ont 5 électrons de valence, 2 électrons S et 3 électrons P. Pour ce qui est de la charge nucléaire effective, donc elle est élevée, elle est considérée comme étant élevée, ce qui va exercer donc une grande attraction du noyau sur les électrons de valence. Ceci aura pour conséquence tout d'abord des énergies d'ionisation qui sont très élevées, ce qui implique la formation de liaisons covalentes, notamment pour nos deux éléments, pour les deux éléments les plus importants qui sont l'azote et le phosphore. Maintenant, également, comme on l'a vu pour c'est-à-dire chez les éléments du groupe 13 et du groupe 14, également, donc l'augmentation de la charge nucléaire effective telle que ça a été expliqué, donc expliquerait notamment les anomalies qu'on pourrait observer donc, dans l'évolution des propriétés périodiques. Pour ce qui est des états d'oxydation, et à commencer par l'azote, donc étant le premier élément de ce groupe, et comme c'est d'ailleurs le cas pour l'ensemble des premiers éléments de chaque groupe, il présente quelques particularités. Dans ce cas de figure, l'atome d'azote étant très petit, donc ceci l'empêcherait de s'entourer de 5 atomes et donc de former 5 liaisons. L'azote, contrairement aux autres éléments de ce groupe, ne peut pas être pentavalent. Il sera principalement trivalent avec un état d'oxydation négatif, donc de -3. Ceci est expliqué par son électronégativité qui est élevée. Mais il peut toutefois former une quatrième liaison, cette fois-ci une liaison de coordination. Donc lorsqu'il va se lier avec un acide de Lewis, ceci nous renvoie à une autre propriété de l'azote qui est, c'est-à-dire la propriété de ligand, et ceci on va le voir par la suite. Et la formation de la quatrième liaison nous donne par exemple l'anion ammonium. D'autres états d'oxydation restent possibles et ceci est d'autant plus visible c'est-à-dire chez la série des oxydes d'azote. Pour ce qui est des autres éléments du groupe, donc là on va retrouver les mêmes cas de figure qu'on a vu chez les éléments
chez les éléments du groupe 13 et les éléments du groupe 14, à savoir la particularité, ou plutôt la caractéristique des éléments du bloc P, par le fait de pouvoir former, d'avoir deux états d'oxydation majeurs. Pour les éléments du groupe 13, c'était l'état d'oxydation plus 1 et plus 3. Pour les éléments du groupe 14, c'était les états d'oxydation plus 2 et plus 4. Pour ce qui est des éléments de ce groupe, donc ça sera les états d'oxydation plus 3 et plus 5. Tout d'abord, l'état d'oxydation plus 3 qui consiste donc à la mise en commun des électrons P uniquement par effet du doublet inerte. L'effet du doublet inerte est une notion qu'on a expliquée durant l'étude des éléments du groupe 13. Cet état sera donc favorisé chez les éléments les plus lourds, à savoir l'antimoine et le bismuth. Pour ce qui est de l'état d'oxydation puis 5, donc il va caractériser les éléments les plus légers, à savoir le phosphore, mais également l'arsenic. Toutefois, l'arsenic peut présenter un état, peut-être trivalent dans certains cas. Donc l'état d'oxydation plus 5 apparaît lors de la mise en commun donc, des 5 électrons, les 2 électrons S et les 3 électrons P. Et il faut également savoir que l'état d'oxydation donc, est un état d'hypervalence. Donc l'atome va dépasser l'octet par participation des orbitales D vacantes. Passons maintenant aux propriétés physiques des éléments de ce groupe. Donc l'azote, là aussi, il présente la particularité d'être un gaz, tandis que tous les autres éléments du groupe donc, se présentent sous forme solide. L'azote, le phosphore sont des non-métaux. L'arsenic est donc un élément semi-métallique. Pour ce qui est de l'antimoine et le bismuth, donc, ils sont considérés comme des métaux faibles, plutôt des métaux pauvres. Pour ce qui est des formes allotropiques, donc que ce soit le phosphore, l'arsenic, l'antimoine, donc ils peuvent présenter plusieurs allotropes. Les allotropes du phosphore donc, sont des cas de figure très intéressants. Le phosphore présente 4 états, donc 4 formes d'allotropes. On a le phosphore blanc, donc qui est la forme naturelle, le phosphore rouge, le phosphore violet et le phosphore noir. Donc les deux premières formes sont les plus importantes. Donc le phosphore blanc, donc il se présente s'il s'agit d'un solide qui jaunit rapidement donc lorsqu'il est exposé à l'air, et il s'enflamme également donc par auto-ignition. Pour ce qui est du phosphore rouge, donc c'est un solide également, mais qui, contrairement au phosphore blanc, il reste stable lorsqu'il est exposé, c'est-à-dire à l'air libre. Maintenant, si on passe à la structure, le phosphore blanc se présente sous forme de molécules tétraédriques avec un angle de liaison de 60 degrés. Chaque atome de phosphore sera lié à 3 autres atomes de phosphore, et cette molécule donc étant sous tension à cause notamment de cet angle de liaison, fera en sorte que la structure du phosphore blanc soit à l'origine de sa grande instabilité. Pour ce qui est du phosphore rouge, donc la structure est différente. Là, il s'agit donc d'un réseau linéaire infini, et ce dernier donc sera obtenu par chauffage du phosphore blanc à 270 degrés à peu près dans une atmosphère inerte. Donc on peut passer de ça à ça par chauffage dans une atmosphère inerte. Donc la chaleur elle permettra la réorganisation des molécules pour obtenir une structure plus stable. Passons maintenant aux propriétés physiques. Tout d'abord, les rayons atomiques
Donc, on observe une augmentation dans le rayon. Pour ce qui est des points de fusion et des points d'ébullition, l'azote étant un gaz, donc il a des points de fusion et d'ébullition très, très, très bas, d'où découlera donc les principales applications du diazote. Pour ce qui est du phosphore, ces points de fusion et d'ébullition donc, sont faibles également. L'arsenic présente la particularité de ne pas avoir de point de fusion et point d'ébullition, mais seulement d'un point de sublimation, c'est-à-dire un passage direct de l'état solide à l'état gazeux. Si on revient au diazote, donc le diazote est un gaz avec des points de fusion et des points d'ébullition très bas. Son utilisation sous forme de liquide donc sera principalement une application comme réfrigérant avec un pouvoir de refroidissement donc très efficace, utilisé en industrie mais également, c'est-à-dire en recherche, en biologie. Les applications sont en réalité variées et multiples, mais qui découlent de la même propriété. À l'état liquide, l'azote est aussi utilisé pour la conservation d'un échantillon de matériel biologique tel que le sang, l'ADN, les tissus, les organes, etc. Le fait de pouvoir conserver des échantillons qui soient très sensibles donc, à la dégradation, à la température, etc., découle également du fait que l'azote soit un gaz inerte. À l'état gazeux, donc, on peut utiliser l'azote comme solvant gazeux qui va permettre de véhiculer d'autres espèces gazeuses, par exemple en CPG, c'est-à-dire en chromatographie en phase gazeuse. C'est une technique qui permet de séparer donc, des composants en fonction de leurs propriétés, mais ces composants donc, ont la particularité d'être volatiles tels que des gaz, des huiles essentielles, etc. À l'état gazeux, l'azote nous permet également de créer une atmosphère inerte. Une atmosphère inerte donc peut être nécessaire soit pour la conservation, mais surtout lors de synthèse chimique, lorsque les réactifs qui seront utilisés seront sensibles à l'air. Donc là, on va instaurer donc une atmosphère d'azote et ceci donc permettra aux réactifs de ne pas interagir avec l'atmosphère. Parlons maintenant des propriétés chimiques, à commencer par l'électronégativité. L'azote a une électronégativité de 3,04. C'est le quatrième élément le plus électronégatif après le chlore, l'oxygène et le fluor. Les autres éléments ont des électronégativités très proches. Ceci serait expliqué notamment par l'augmentation de la charge nucléaire effective dans le groupe. Si on revient également à la relation, au lien entre l'électronégativité et la nature des liaisons qui vont être formées, l'électronégativité élevée de l'azote lui permet donc de former des liaisons ioniques avec les éléments les moins électronégatifs, par exemple les éléments du premier et du deuxième groupe, les alcalins et les alcalino-terreux. Les autres éléments donc vont étant moins électronégatifs avec une électronégativité plutôt moyenne. Leurs composés seront principalement covalents. Passons maintenant à l'examen chimique. On va parler de l'azote et du phosphore. On va essayer d'expliquer pourquoi naturellement l'azote va adopter donc une structure diatomique avec une triple liaison azote-azote, tandis que le phosphore, quant à lui, il adopte une structure de tétraèdre. Tout d'abord,
On a l'azote qui va former une liaison triple avec un autre atome d'azote, formant une molécule diatomique. Ceci est rendu possible par la petite taille de l'azote. Donc on a deux atomes d'azote de petite taille. On va avoir un meilleur recouvrement orbital des orbitales p. Et on va donc avoir la formation de deux liaisons pi et d'une liaison sigma. Quant au phosphore, donc, il va former des unités tétraélectriques P4. Pourquoi? Parce que chaque atome de phosphore étant trop volumineux, donc s'il y a une formation d'une liaison triple, il faut qu'il y ait un bon recouvrement des orbitales P, chose qui est rendue impossible en raison de sa taille. Donc, chaque atome de phosphore, il va former trois liaisons simples sigma avec trois autres atomes de phosphore. Si on observe maintenant les enthalpies de liaison, donc une liaison simple azote-azote, elle est de 160 kJ par mol. Une liaison phosphore-phosphore, elle est de 209. À titre de comparaison, une liaison carbone-carbone a une enthalpie de liaison de 346 kJ par mol. Pour ce qui est des liaisons triples, une liaison triple azote-azote, elle est de 946, 490 pour une liaison triple phosphore-phosphore, et pour comparer, 813 kJ par mol pour une liaison carbone-carbone. L'enthalpie d'une triple liaison azote-azote étant très élevée par rapport à une liaison simple azote-azote. Donc, le diazote constitue la forme qui est énergiquement plus stable. Ainsi, par simple calcul, trois liaisons donc simples azote-azote avec une enthalpie de liaison de 160 kJ par mol pour chacune de ces liaisons va nous donner donc un total de 480 kJ par mol. Donc la forme, cette forme-là, c'est-à-dire liaison triple azote-azote formant une molécule diatomique est la forme la plus stable. Pour ce qui est du phosphore, et donc par analogie, une triple liaison phosphore-phosphore, elle est de 490 kJ par mol. Trois liaisons simples phosphore-phosphore sont de 209 kJ par mol. Donc pour chaque atome de phosphore, il lui est préférable, c'est plus stable d'un point de vue énergique, de former trois liaisons simples pour un total de 626 kJ par mol que de former une triple liaison phosphore-phosphore d'uniquement 490 kJ par mol. Passons maintenant à la réactivité chimique de ces éléments. On va parler de la réactivité, tout d'abord de la réactivité de l'azote, mais également un petit peu de la réactivité du phosphore. L'azote diatomique est un gaz donc, qui est inerte. Ceci est dû à la fois à une enthalpie de liaison qui est extrêmement élevée et du fait qu'il s'agisse d'une molécule qui est apolaire. Sa réaction avec l'oxygène, l'hydrogène, les halogènes, etc. donc ne peut se faire qu'à des conditions appropriées de température, de pression, mais également de catalyse. Ça dépendra donc de la présence ou de l'absence d'un catalyseur, mais également de la nature de ce dernier. Toutefois, il faut savoir que l'azote diatomique peut agir comme un ligand, donc comme une base de Lewis. Si on observe la structure de l'azote diatomique et celle du monoxyde de carbone, on constate qu'elles sont très similaires. Le même nombre d'électrons, on va parler donc de composés qui sont isoélectroniques. Et à l'instar du monoxyde de carbone qui peut former un ligand carbonyle, le diazote peut former également des complexes avec des acides de Lewis, notamment des métaux de transition, comme c'est le fer, comme pour le fer, le molybdène et le ruthénium. Cette propriété du diazote, c'est-à-dire d'être un ligand, va permettre la catalyse des réactions de sa fixation. La fixation de l'azote, pour rappel, donc, c'est en quelque sorte la transformation qui peut
être opéré de manière industrielle ou bien biologique par certains micro-organismes. Donc c'est une réaction qui va permettre de transformer le diazote qui existe dans notre atmosphère, qui est chimiquement inerte. Elle va pouvoir le transformer en une forme qui est utilisable, que ce soit par les micro-organismes dans leurs différents processus métaboliques, ou bien par l'homme, c'est-à-dire à obtenir de l'ammoniac qui permettra ensuite l'obtention de tous les dérivés de l'azote. La fixation donc industrielle est opérée par le procédé de Haber, qu'on verra juste après. Pour ce qui est de la fixation biologique, ou ce qu'on appelle la diazotrophie, elle est effectuée par les bactéries diazotrophes, notamment les fameuses cyanobactéries, les rhizobiums et les azotobactères. La fixation pour le procédé d'Haber donc se fait à une température et une pression très élevée en présence d'un catalyseur principalement, donc un dérivé du fer. Pour ce qui est de la fixation biologique de l'azote, elle se fait par le biais d'une enzyme, la nitrogénase. Et donc cette nitrogénase effectuera la transformation de l'azote en ammoniac en présence d'un cofacteur, le FeMoCO, c'est du fer monide. Et cette réaction, naturellement, elle se fait à température et à pression ambiante. Pour ce qui est du phosphore blanc, donc sa réactivité a été largement expliquée en présentiel. On va retenir le fait de sa très grande réactivité, notamment à l'air libre. Il s'enflamme spontanément. Et pour ce faire, donc pour le conserver, et en raison de son insolubilité dans l'eau, à l'instar de l'arsenic, de l'antimone, du bismuth, donc il sera conservé dans de l'eau. Toutefois, il faut savoir que le phosphore est soluble donc dans le benzène, le disulfure de carbone et le trichlorure de phosphore.